Président, mes chers collègues, devant l'ampleur du sujet, je serais tenté de répondre comme le maréchal Lyautey. Certains restent une semaine au Maroc, ils écrivent un article, d'autres restent un mois, ils écrivent un livre. Moi, j'y suis resté 12 ans, je n'ai rien à dire. Tout le monde avait bien compris qu'il avait au contraire beaucoup trop de choses à dire, et sans vouloir me comparer à Lyautey, je suis un peu dans la même situation. Le SRADET pose ou repose d'abord la question, toujours mal tranchée selon nous, des compétences respectives des régions et des autres collectivités territoriales dans le cadre d'un État qui reste centralisé tout en se faisant le relais de la volonté de l'Union européenne qui, au contraire, souhaite privilégier les relations directes entre l'Europe et les régions. Le SRADET répond à une obligation qui nous est faite dans le cadre de la loi NOTRe d'élaborer, je cite, un projet partagé et durable d'aménagement et de développement du territoire régional. Vaste programme, vous parlez d'ambitions fortes, mais qui pose de nombreuses questions sur le diagnostic, sur les objectifs, sur les moyens. Le premier point sur lequel nous voudrions insister, c'est l'égalité. Et cela a déjà été évoqué depuis le début de ce débat. C'est la nouveauté par rapport au SRAT, dont nous avions souligné à l'époque qu'il n'était pas suffisamment équilibré. Et nous avions été, je crois, les seuls à nous abstenir. Mais cette égalité annoncée, affichée et sans doute souhaitée par certains, je ne conteste pas l'intention, ne se retrouve pas forcément à travers les orientations, les objectifs et les règles contenus dans ce document. Vous parlez d'un territoire qui bénéficie d'une répartition plutôt harmonieuse entre deux métropoles de taille modeste, 6 agglomérations et un maillage de petites villes dites pôles d'équilibre et de centralité, appellation qui cache en réalité des situations bien différentes. Or, nous constatons que le phénomène de métropolisation et de reconcentration urbaine s'amplifie. Et là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec les observations de mon collègue Guillaume Pelletier. On est en train, je pense, d'assister à un nouveau basculement, à une inversion. Nous constatons, en effet, que ce phénomène s'amplifie et que les politiques de l'État et de la région encouragent ce phénomène. Par exemple, si nous comparons les crédits de paiement des CRST, il y a une différence très nette entre les agglomérations et les autres territoires, avec un écart de 50% en faveur des agglos. C'est faux, Monsieur Pelletier, j'y reviendrai. Ah non, attendez, non, Monsieur le Président, on en reparlera lors du débat budgétaire peut-être, mais j'ai fait le ratio entre les CRST à l'échelle des agglomérations et les CRST des autres territoires rapportés au nombre d'habitants. On a 21 € par habitant pour les CRST à l'échelle des agglos, 14 € pour les autres. Écoutez, 24,8 millions pour les CRST à l'échelle des agglos. J'ai fait les calculs. Bon, on en reparlera au moment du budget. Mais il faudra, monsieur, simplement pour la correction de nos débats, la précision, vous parlez des crédits de paiement qui sont des crédits de paiement en fonction du rythme pour 2019. Vous prenez les engagements de la région sur les contrats. Ils sont à l'euro près les mêmes. J'ajouterai que pour tous les territoires du Sud, qui sont des territoires ruraux, ils sont plus importants pour la ruralité que pour les agglomérations. Écoutez, bon, j'ai pris les crédits de paiement, je suis bien d'accord, j'ai pris les crédits de paiement, mais nous verrons. Mais tout cela est finalement le résultat d'une série de décisions qui ne datent pas d'aujourd'hui. Si l'on fait un petit rappel historique, dans un premier temps, le SCOT a imposé, vous souvenez-vous, la répartition des logements sociaux, non pas qu'il manquait dans les villes, mais parce que certaines villes se plaignaient d'en avoir trop, faisant le lien entre logement social et insécurité, alors que l'insécurité dans les grands ensembles avait une toute autre cause que tout le monde connaît, mais que nous sommes les seuls à dénoncer, c'était le fruit, dès les années 80, d'une immigration massive de populations devenues trop nombreuses pour s'intégrer et s'adapter à notre mode de vie, provoquant un exode des Français, dits de souche, vers la périphérie des villes, selon un phénomène qu'on a vu d'ailleurs dans d'autres pays, ce n'est pas spécifiquement français. Le paradoxe, c'est qu'on a imposé des logements sociaux à des communes où il n'y avait pas d'emploi.
Ainsi, le maire d'une commune du sud de Blois me disait à l'époque, on m'impose des logements sociaux qui vont être occupés par des personnes sans emploi et qui devront aller chercher du travail à Blois, à 25 kilomètres de là. Et puis, s'ils n'ont pas de voiture, occasionnellement, ils peuvent prendre le car scolaire le matin de bonne heure et revenir le soir à 19 h pour aller à un rendez-vous à Pôle emploi. Mais, dans un deuxième temps, les dispositions dites Grenelle II ont fixé le nouvel objectif de réduire les déplacements domicile-travail. Mais comme les zones d'activité sont de la compétence de l'intercommunalité, elles ont été évidemment reconcentrées sur l'existant et dans la périphérie des grandes villes. Aujourd'hui, par conséquent, les villes et les agglos, les métropoles ne se cachent pas de leur objectif de faire revenir des habitants. L'écologie est souvent utilisée comme prétexte, mais il s'agit surtout de revitaliser les centres-villes et de retrouver, excusez le terme, mais c'est celui qui est employé, retrouver de la matière fiscale. Tout cela constitue autant d'atteintes aux libertés, qu'il s'agisse des libertés individuelles, c'est-à-dire le choix de vivre où on le souhaite, la liberté des communes, qui perdent progressivement leurs compétences et leurs prérogatives, notamment sur le droit du sol, aussi bien pour l'habitat résidentiel que pour les zones d'activité. Les communes ne peuvent plus aujourd'hui choisir librement leur mode de développement. Et la dimension prescriptive du Stradet, même si elle n'est pas totale, nous le verrons, ne fera qu'accentuer le phénomène. Deuxième point que nous avons relevé, c'est la co-construction. Le rapport énumère la procédure d'élaboration de ce document avec les forums, les ateliers, les espaces de contribution, et je ne doute pas que vous ayez essayé de recueillir toutes ces contributions. Mais il convient de rester modeste. Les 3400 participants recensés, et qui comportent certainement des doubles comptes, ne représentent que 0,186% des électeurs inscrits dans la région, et la plupart des participants sont, il faut bien le dire, des institutionnels ou para-institutionnels. Et je pense que les gilets jaunes, qui aspirent à davantage de démocratie participative, seront rapidement déçus quand ils pourront constater, à travers la grande consultation, à quel point cette forme de démocratie est tout aussi imparfaite que la démocratie représentative, qui elle-même ne pourrait être améliorée, en effet, que par le recours à la proportionnelle. Nous soulignerons également, au cours de ce débat, la faiblesse du diagnostic sur certains points, comme le développement économique et par exemple le tourisme, pour citer un exemple. On n'explique pas en effet comment, dans notre région, en dépit des atouts qui sont mis en avant dans ce rapport, le tourisme ne pèse que 4,4% du PIB, derrière certaines régions qui pourtant ne sont pas réputées touristiques. Les orientations en matière de transport et de mobilité pêchent également par l'absence volontaire d'objectifs sur le volet routier. On veut faire du covoiturage, mais sans route. Un autre sujet qui est transversal, pour ne pas dire omniprésent dans ce rapport, c'est la transition écologique. Nous y reviendrons également au cours du débat, mais les objectifs affichés et certaines règles énoncées en la matière ne nous semblent pas répondre efficacement à cette problématique et à cette urgence. Au final, un document qui affiche de grandes ambitions, mais qui ne nous paraît pas répondre aux grands défis qui sont devant nous. L'adoption définitive de ce schéma va prendre encore presque un an, et au final, nous aurons un cadre pour le moins complexe, une imbrication de schémas, de sous-schémas, de plans, plus ou moins contraignants, qui devrait guider l'action de la région pour les années à venir, sous réserve d'une éventuelle révision. Après le renouvellement de notre Assemblée, puisque s'il y a renouvellement, s'il y a changement de majorité, le Stradet peut être révisé dans les 6 mois. Autant dire que ce schéma est loin de nous convaincre, ni au niveau des analyses, ni au niveau des objectifs, ni au niveau de la méthode. Nous proposerons quelques amendements, mais il y aurait en réalité beaucoup d'autres points à revoir et à débattre. Je vous remercie. Merci, monsieur.